J'avais envie de parler avec vous, pardon, donc, du mercato hivernal en Ligue 1, David l'a très bien dit tout à l'heure, mais c'est plus un truc assez compliqué de dire objectif, hein, alors que les joueurs n'ont joué pour certains qu'un seul match comme Benacer, ou n'ont même pas encore joué, ou bref, ou ont joué depuis 1 ou 2 semaines à peine, donc c'est compliqué. Mais j'ai envie de vous dire comme ça, à blanc, et après on fera du coup les comptes et le vrai bilan à la fin de la saison, bien sûr. Mais là, du coup, je vous demande de vous projeter. Pour vous, quel a été le meilleur coup, la meilleure pioche pour les clubs, du coup un club de Ligue 1? Donc je vais en citer quelques-uns. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire. Je vais vous citer les principaux, hein, surtout parce que voilà, la liste peut être très longue. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, les clubs français ont énormément animé ce mercato. D'abord, on a du coup le plus cher, entre guillemets, c'est Kvaratskhelia, donc l'ailier de Naples qui est arrivé au PSG cet hiver pour un peu plus de 70 millions d'euros. Donc Ismaël Bennacer, je l'ai dit tout à l'heure, Nico en a aussi un petit peu parlé. David aussi qui arrive en prêt donc de l'AC Milan. Amine Gouiri, toujours pareil à l'OM. Mika Biret, buteur à Monaco. Thiago Almada à Lyon en prêt. Brice Samba à Rennes. Seko Fofana à Rennes aussi. Moussa Altamari à Rennes aussi. Bref, il y en a un petit peu comme ça. Je vais en chercher un petit peu d'autres un peu pour d'autres clubs. Mais là, comme ça, de ceux qui vous viennent comme ça à l'esprit avec ceux que j'ai cités, mais bref, mais il peut y en avoir d'autres. Comme je l'ai dit, la liste, elle est pas du tout, elle est un peu exhaustive, mais elle est pas du tout fixe. Quel est pour vous le meilleur coup, si vous devez en prendre un seul, meilleur coup d'un club, des clubs de Ligue 1 là, cet hiver? Je commence par toi, David, sans forcément faire après le bilan de chaque club. On va le faire après, je vous l'ai promis. Mais on va faire d'abord si tu devais prendre un seul coup, et encore une fois, expliquer ce qui va apporter et pourquoi tu prends ce joueur, pourquoi. Voilà. Je vais en prendre deux, parce que c'est deux registres différents, mais on ne peut pas passer à côté de Kvara au PSG. Évidemment, c'est le joueur que toute l'Europe voulait s'arracher. Hein. Enfin, toute l'Europe s'arrachait avec Kvaratskhelia. Ça fait 2 ans qu'on parle de lui un peu partout. Et bon, il est au PSG aujourd'hui. C'est un transfert quand même assez surprenant. Bon, ce qui s'explique par le fait qu'il était en fin de contrat à Naples. Enfin, il était en fin de contrat l'année prochaine à Naples. Donc, du coup, ils ont préféré le vendre avant qu'il soit en possibilité de négocier son départ gratuit à l'image d'un Mbappé. Mais du coup, bon, bah, c'est un coût cher, mais évidemment, on a cessé de louer son immense talent depuis 3-4 saisons, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. PSG, bon, comme tu disais, beaucoup trop tôt pour juger de son intégration. Il va apporter quoi pour toi au PSG, parce qu'on connaît un peu ses qualités, mais est-ce qu'il a un certain profil qui manquait à cette équipe de Luis Enrique? Qu'est-ce que tu vois en lui Pour moi, c'est surtout le côté régulier, quoi. C'est-à-dire que ça fait 3-4 saisons qu'il est vraiment très très fort tout le temps, quoi. Et au PSG, il y a d'immenses talents, mais à l'image d'un Barcola très très irrégulier, il manquait de la régularité. Bon, là, il y a Dembélé qui est devenu régulier, qui est le meilleur buteur du monde depuis début 2025. Ça, personne n'avait vu venir. Mais voilà, c'est combien de temps ça va durer? Barcola qui est revenu en forme, mais voilà, il y a eu des hauts et des bas pour Barcola. Là, Kvaratskhelia, on peut espérer qu'il soit à un niveau très 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 haut tout le temps. Et c'est ça qui manquait un peu au PSG depuis le départ de Mbappé, je pense. Parce que le talent était là, c'était un peu de régularité. Surtout sur le plan offensif. Et c'est un peu dans cette même veine que je vais citer mon deuxième gros coup, c'est Ismaël Bennacer à Marseille. Alors c'est pareil, beaucoup trop tôt pour le juger, surtout que le mec a été blessé énormément depuis 2 saisons. Donc est-ce que ça va être est-ce qu'il va se reblesser dans 3 semaines et puis ça va être un énorme flop, ou est-ce qu'il va plus se blesser du tout et puis ça va être vraiment l'homme de base du nouveau Marseille? Mais je suis très impressionné par ce recrutement qui vraiment souligne l'ambition de ce club marseillais pour préparer la Ligue des Champions de la saison prochaine dès maintenant, quoi. C'est ça qui est incroyable. Alors il est arrivé en prêt avec option d'achat, donc va falloir que le club lève son option pour qu'il reste. Mais la stratégie, c'est ça, c'est de faire venir cet hiver quand il est au fond du trou parce qu'il sort de blessure et qu'il joue plus à Milan pour faire ce coup-là.
en se disant, après, on lève son option, pas trop cher, qu'on a négocié quand il était au fond du trou, et puis on a un homme de base pour aller jouer les premiers rôles en Ligue des Champions la saison prochaine. Moi, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris par ce recrutement-là que j'ai vraiment pas vu venir. On parlait beaucoup de Pogba comme un énorme coup potentiel. Finalement, ils ont fait Benasser un peu en discrétion. Je sais pas depuis combien de temps on parle de ce club, mais moi, je l'ai pas vu venir du tout. Je sais pas si Nico, toi, tu l'as vu venir des rumeurs depuis longtemps sur Benasser. Benasser, c'était l'été dernier déjà. En fait, il devait venir. Enfin, en tout cas, c'était proche de se faire. Mais Milan avait refusé parce qu'ils n'avaient pas trouvé son remplaçant. Et le joueur, lui, déjà était intéressé. Hein, c'était encore en toute fin du mercato. Oui, l'été dernier, c'était en fin de mercato. Mais du coup, Milan était pressé pour lui trouver un remplaçant, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire. Et donc, ils ont fermé la porte à son départ. Ce qui se passe, c'est qu'après, il a été blessé. Et puis en plus, avec de la concurrence, avec notamment TJ Reinders à Milan, c'est pas évident. Donc, mais il a quand même joué quelques matchs là, en décembre, notamment. Il est revenu de blessure. Donc voilà, mais après il y a Conceição qui est arrivé à la place de Fonseca, ça aussi ça a joué. Et il faut savoir que c'est lui qui a demandé son départ pour venir à l'OM, en sachant que cet été ça devait se faire et ça s'est pas fait. Et c'est vrai que il aurait déjà dû venir l'été dernier si Milan l'avait libéré. Donc je pense c'est vrai, comme dit David, c'est un gros coup. Du coup, je passe la main à Greg. Si tu dois en retenir qu'un seul, Greg, tu retiendrais qui et pourquoi? Moi, j'aurais plus tendance à... Je vais jouer le jeu et après, je vais vous dire pour moi quels sont les vrais bons coups. Si je devais en retenir un, c'est Brice Samba. Parce que je trouve que Rennes était quand même en perdition au niveau gardien. Pas parce que Mandanda est un mauvais gardien, mais parce que c'est un bon gardien, mais pour Rennes, c'est un peu compliqué. Donc, je trouve que Brice Samba, plus ils l'ont pas payé très cher, c'est quand même un international. Donc, je trouve ça intéressant pour Rennes. Mais maintenant, moi, en fait, il n'y a aucun coup, sincèrement, qui me hype de fou. Benasser, moi, c'est plus un beau joueur qu'un bon joueur. C'est-à-dire qu'en Italie, s'il vient à Marseille, c'est qu'il ne joue pas au Milan. Alors, certes, il a été blessé et tout, mais bon, voilà. Je n'ai pas envie de me faire avoir, entre guillemets. Comme un Seko Fofana, ça peut être aussi un bon coup. Mais quel Seko Fofana tu reprends, voilà. Mais moi, plutôt les meilleurs coups, en fait, c'est les ventes. Parce que je trouve que nos clubs ont très bien vendu. Financièrement, ils étaient en grande difficulté. Montpellier a très bien vendu. Bon, malheureusement, je pense qu'ils ont signé un peu leur arrêt de mort en vendant tout ça, en vendant Altamari, surtout sans les remplacer. Alors, ils ont pris Dollar à la place de Adam. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique. Mais bon, ils ont quand même perdu d'autres joueurs. Mais bon, ils ont quand même récupéré de l'argent. L'OL, avec Cacré notamment, qui part pour 17 millions, je trouve ça un coup wally. Nico, je pense, ne dira pas le contraire, mais c'est un très très joli coup. Parce que c'était un échec, malheureusement, et il n'a jamais réussi à s'adapter. Moi, ça fait partie de mes. Mais, les gars, OL, enfin, le bilan, on le fera après. Juste, le bilan, je vous le demanderai après. Parce que c'est après, on se marche dessus. Ok, c'est bon. En fait. Parce qu'il n'y a aucun coup, même Vara, bon, ok, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas non plus hypé à mort. C'est que Vara, c'est un joueur, je ne suis pas trop d'accord avec David, c'est un joueur qui, pour moi, est assez irrégulier. Certes, il a fait une énorme saison quand ils sont champions. Mais la saison d'après, il est bon, mais il n'est pas non plus, il marche pas sur l'eau. C'est pas un Vinicius, quoi, je veux dire. Maintenant, après, il va passer un cap en PSG, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas non plus un coup extraordinaire, quoi. C'est un joli coup. Voilà. Mais pour moi, je trouve que c'est plus les ventes parce que dans une situation où les clubs financièrement sont dans une galère monstre, on a quand même très bien vendu. Même Rennes a quand même vendu. Bon, Gouiri. Marseille, comme je dis, a vendu. Lyon a très bien vendu. Le PSG s'est débarrassé de quelques indésirables, notamment Milan Skriniar. Aussi Randal Colomwani. Il y a ça aussi. Donc Asensio, enfin bon, il y en a pas mal. Donc je trouve que pour moi, c'est même plus niveau vente, quoi. Ok, voilà. Très bien. Nico, est-ce que tu as un joueur à me préciser ou est-ce que vous avez... Parce que là, j'ai l'impression que vous avez envie de... Non, j'en ai deux que je suis vraiment pressé de découvrir. C'est Biret de Monaco, parce que je trouve contre Auxerre, il a claqué un doublé, je crois.
Un triplé même. C'est un triplé, tu as raison. Tu as raison, non, c'est triplé contre Auxerre. J'attendais de voir contre le PSG face à Pacho. Il a quand même, voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais bon, à l'image de son équipe qui manque cruellement de caractère, ça a été plus compliqué. Mais bon, je pense qu'il faut le voir sur la durée, mais je pense qu'il est assez prometteur. Surtout, notamment son occasion sur Donnarumma qui fait un arrêt exceptionnel sur sa ligne. Je pense que c'est quelqu'un de très prometteur et moi je demande à voir pour les 6 prochains mois. Je ne serais pas surpris qu'il mette sa petite. Déjà contre Benfica, ça va être intéressant. Oui, absolument. Parce que c'est rapidement, c'est ce qui leur manquait lors du premier match. Et ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'il va donner, je suis d'accord. Moi, il me donne l'impression d'être un finisseur assez adroit de ce que j'ai vu. Maintenant, évidemment, il faut juger sur une durée assez conséquente, donc sur au moins 5-6 mois. Et sur des gros matchs, parce que Paris, Benfica, ça va être les juges de paix beaucoup plus que Auxerre, sans leur manquer de respect, mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus révélateur, j'ai envie de dire. Après, moi, j'ai été assez surpris, agréablement surpris par sa faculté à se déplacer, en fait, à arriver à se déplacer entre les défenseurs, dans leur dos. Et moi, je compte Benfica, comme Y, ça va être intéressant de voir comment il se comporte. Et le deuxième, c'est Amar Dedic, qu'on ne connaît pas trop. Il est arrivé à l'OM, c'est un petit peu celui qu'on connaît le moins. Et il arrive du RB Salzbourg. C'est un joueur dont on disait que Leipzig s'intéressait à lui. Et on sait qu'il y a cette passerelle entre Salzbourg et Leipzig. Généralement, quand Leipzig s'intéresse à un joueur, c'est plutôt bon signe, parce qu'il se trompe rarement. Après, je sais pas. Là, il a fait quelques minutes hier contre Angers. Il m'a donné l'impression d'avoir envie quand même. Et j'aime bien l'idée d'avoir un joueur polyvalent qui peut jouer arrière droit, arrière gauche, arrière central dans une défense à 3, un peu comme Rio d'ailleurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un joueur qui a 25 matchs de Coupe d'Europe dans les jambes, alors qu'il n'a que, je crois qu'il a que 23 ans. Donc c'est un jeune joueur, mais avec déjà de l'expérience en Coupe d'Europe. Et ça, pour moi, je pense que c'est un vrai révélateur de la qualité d'un joueur et de sa capacité à apporter un groupe, notamment en Coupe d'Europe, et pour jouer des titres. Et ça, c'est important. Et ça va être intéressant de voir comment ce joueur arrive à se développer avec Roberto De Zerbi. Ok, très bien. Moi, si je devais en citer un seul, alors je l'ai dit, tout à l'heure, on fera plutôt PSG, le bilan est ça, donc j'ai décidé d'en prendre un autre dans un plus petit, entre guillemets, dans un des clubs qu'on va pas forcément citer. C'est à Strasbourg. Alors c'est un prêt, c'est pas vraiment un achat, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En plus, du coup, j'ai eu l'occasion de vraiment suivre de près et de vraiment voir un petit peu ce que donnait le joueur, etc. Mais parce que c'est un joueur qui a été longtemps annoncé au Benfica, donc forcément, je suis allé voir, je suis allé fouiller, je suis allé regarder, me faire le maximum d'images pour voir ce que ça allait donner. C'est Valentin Barco, donc un Argentin, un ailier argentin, ailier gaucher, forcément. Quand on dit ailier gaucher argentin, bon, on pense tous à la même personne. Mais oui, non, c'est un super dribbleur, donc un joueur qui vient de Brighton en prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il a eu du coup une trajectoire que beaucoup de joueurs rencontrent, c'est-à-dire il explose en Argentine, donc il joue au Boca Juniors, il explose en Argentine. Il arrive en Europe, ça stagne un peu. Il est prêté par d'abord un prêt à Séville qui se passe pas très bien, et puis maintenant, du coup, bref, il arrive en France. Moi, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est le style de joueur que j'adore. Donc voilà, très très virevoltant, super pied gauche. Donc, bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait, à Strasbourg, qui a cette qualité et cette saison notamment. Cette qualité de faire exploser les jeunes, on l'a vu par exemple Megara en BU, en buteur, etc. C'est une vraie équipe qui peut faire exploser un jeune, et pourquoi pas Valentin Barco, sur lequel je vois un vrai potentiel. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Ok, bah écoutez gars, si on est tous à peu près d'accord, attendez juste que je change ça. On va passer au bilan par club. Hop, que je reprenne la page. Hop là. Un peu par club. Un bilan juste, en gros, je voulais juste
tirer avec vous un petit bilan du coup, par club. On va surtout s'occuper du PSG, de l'OM, de l'OL, vous l'aurez compris. On va peut-être un petit peu parler d'autres clubs. Pour ceux qui ont envie de voir voilà, un peu notre bilan du Stade Rennais, on l'a fait la semaine dernière, parce que ça nous avait pas mal impressionné ce qu'ils avaient fait, donc on l'a fait la semaine dernière. On va pas en reparler là pour des questions de... on va pas forcément on va redire la même chose, donc bref, pour pouvoir avancer. On va pas en parler, donc si vous avez envie d'aller voir, je vous renvoie vers le live de la semaine dernière, et vers les vidéos qui sont sorties aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Côté PSG, on va commencer par là. PSG, David, du coup, donc cet hiver, tu as vu l'arrivée, donc on l'a vu, on l'a entendu, donc de Kvara. Je l'affiche hein, pour les gens, normalement, je pense que ça doit bien marcher, donc normalement c'est bon. Mais du coup, donc Kvara donc, est arrivé. Et surtout, tu t'es débarrassé de pas mal de joueurs, Greg Gladiateur, mais bon, Xavi Simons, c'est une vente officielle, il était en prêt, mais voilà, c'est une vente officielle. Cherendor, pareil, vente officielle. Randall Colomwani part en prêt à la Juve, qui est en train de se passer très bien, donc il est en train de faire aussi. Randall Colomwani, super coup pour lui, pour le joueur, parce qu'il est GT à Paris. David, il avait pas cette chance. Pour le joueur, mais tu te dis aussi, peut-être que tu n'en tires pas le même prix s'il continue de faire ce qu'il fait à la Juve, plutôt que ce qui est... Non, mais c'est clair. Donc c'est pour ça que c'est une excellente opération, effectivement, tu l'envoies à la Juve, il cartonne à la Juve le veut à tout prix, et voilà, c'est super. Voilà. Donc, en gros, voilà. Donc, après, Marco Asensio, pareil, il part en prêt à Aston Villa. Emilian Skriniar, tu as réussi, pareil, à te débarrasser un petit peu de son salaire en prêt. Quel bilan tu tires de ce mercato du PSG? Est-ce que tu t'attendais à mieux? Est-ce que tu t'attendais à moins bien? Bref. Est-ce que tu t'attendais à d'autres mouvements? Est-ce qu'il y a un poste en particulier qui n'a pas été renforcé, que toi, tu aurais aimé qu'il soit renforcé, etc. Bref. Non, moi, j'envisageais l'hypothèse d'aucun recrutement à Paris. Donc le fait qu'il fasse un gros coup comme Kvara, pour moi c'est une bonne surprise. J'envisageais l'hypothèse qu'il ne bouge pas du tout, qu'il se débarrasse de 2-3 joueurs, une solution pour Colomwani et Milenkovic. Comment? Tu as aussi eu des prolongations de contrat et ça c'est bien, notamment Nuno Mendes. Pour moi, oui, ça c'est extraordinaire. Là, on va commencer à parler du départ potentiel de Nuno Mendes. Bon, il est prolongé jusqu'en 2029. Hakimi pareil, Vitinha pareil. Donc, tu fais venir Kvara qui a 23 ans. Donc, tu continues à garder un effectif très jeune, mais en renforçant. Tu crées de la concurrence. Ça a réveillé, du coup, le fait de recruter Kvara, ça a réveillé tout le monde aussi, hein, en attaque. C'est pas forcément un hasard si Barcola se remet à marquer des buts maintenant, alors qu'il était à la cave depuis 3 mois. C'est parce qu'on lui a acheté de la concurrence. Donc non, moi je trouve que je suis pas sûr qu'il y ait une immense ingénierie derrière ce mercato d'hiver, mais le fait est qu'il est très positif pour l'instant. Ok, mais tu t'attendais pas, hein, est-ce qu'il y a un poste où tu aurais aimé que ça recrute ou pas spécialement? Là, tu penses que ça... On s'attendait surtout à ce que ça tente de faire venir un grand neuf, puisque le problème du PSG de la première partie de saison, c'était de marquer des buts. Et puis finalement, Luis Enrique est allé jusqu'au bout de ses idées. Il s'est refusé à faire venir un neuf, en tout cas pour l'instant. Il va même continuer à ne pas faire jouer titulaire Gonzalo Ramos. Ça a été un débat qu'on a eu 1000 fois entre nous, qu'on comprend toujours pas. Il va continuer surtout maintenant qu'il y a Kvara, il va faire jouer ensemble Kvara, Dembélé et Barcola en mettant soit Barcola, soit Dembélé en pointe en faux neuf pour avoir cette supériorité au milieu de terrain sur certaines phases de jeu. Bon, il s'avère que c'est peut-être la bonne stratégie qui aura bluffé toute l'Europe cette saison. C'est en train de porter ses fruits. Mais du coup, voilà, on était surpris que le PSG se positionne pas du tout sur un neuf. Il y a eu des rumeurs sur John Duran. Finalement, il est parti en Arabie Saoudite, donc ça devait être vraiment que des rumeurs et rien de plus. Ils ont mis l'argent sur Kvara. Ok. Très bien, David. Pour l'instant, c'est bien. Très bien. On va passer côté du coup Olympique Lyonnais. On le fait dans l'ordre. À l'OL, évidemment, il y a cette interdiction de recrutement de la part de la DNCG, donc forcément ça facilite pas les choses, pardon. Textor a quand même réussi à faire venir un petit Thiago Almada en prêt. Je pense que l'essentiel est
tu vas être d'accord avec moi, Greg, c'est dans ceux que tu as fait partir, notamment Cacré, Guy Torban, etc. Tu as fait partie le gros salaire, fait partir par le gros salaire de Anthony Lopez, tu t'es débarrassé de Saïd Benrahma, etc. Bref, il y en a eu quelques-uns. Pareil, même question pour toi. Satisfait avec les moyens, pas forcément financiers, mais avec les moyens que tu avais à ta disposition, satisfait avec ce qui a été fait ou pas? De toute façon, il fallait vendre rapidement et il fallait vendre, on va dire, des prix, on va dire, abordables, pas des gros prix. Donc non, ouais, je trouve que oui, je suis satisfait. C'est vrai. Benrahma, je n'aurais peut-être pas fait partir pour une raison simple, c'est que pour moi, il y a quand même encore une Ligue Europa à jouer et je trouve que l'effectif est quand même, niveau quantité, il est quand même assez restreint parce que si tu as une grosse blessure, derrière, c'est pas facile. Donc je trouve que c'est un peu. J'aurais peut-être pas fait partir Benrahma, juste pour la quantité. Maintenant, bon, c'est fait, hein, il est parti. Donc après, non, je trouve que c'est correct. Après, on a recruté, on s'est fait prêter Almada, qui est un joueur en devenir, donc c'est pas mal. Après, oui, surtout, il fallait se débarrasser des gros salaires, notamment Anthony Lopez, et je suis même content pour lui qu'il ait réussi à se relancer, parce que c'est un bon gardien. Voilà. Mais non, pour moi, oui, je suis satisfait du mercato. De toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose à part vendre. Et on a, dans l'ensemble, bien vendu. Voilà. Ok, très bien. Très bien. Je passe à Nico. Là, pour le coup, c'est peut-être le plus gros morceau, entre guillemets, puisque tu fais venir, du coup, je l'ai dit, on a parlé, mais Amine Gouiri, Amar Dedit, Ismaël Benasser, pardon, en prêt. Tu avais aussi fait Luis Felipe, pardon, en début de mercato. Tu as fait partir Eli Wahi, gros salaire, pour un gros montant, pardon, 26 millions d'euros. Tu en as fait partir d'autres, comme, bref, qui étaient arrivés, mais qui n'ont pas vraiment porté satisfaction, comme Lilian Brassier, par exemple, Ismaël Koné, etc. Donc voilà, même question pour toi, Nico. Satisfait du mercato, est-ce que tu t'attendais à autre chose? Pareil, rapidement, est-ce que tu avais un poste sur lequel tu voulais que ça se renforce et ça ne s'est pas forcément fait ou non? Amplement satisfait de ce mercato? Évidemment, la priorité, c'était au niveau du poste de numéro 9, parce que Eli Wahi n'a pas apporté suffisamment de garanties pour montrer qu'il avait les épaules pour tenir ce rôle dans un club comme l'OM. J'ai envie de dire, à part éventuellement le fait de pouvoir avoir un Santiago Jiménez de Feyenoord qui est parti au Milan AC, qui voulait jouer évidemment la Ligue des Champions, ce que nous, on ne pouvait pas lui garantir, et que ça coûtait 35-40 millions. À part ça, j'ai envie de dire, l'OM récupère quand même Amine Gouiri, qui reste quand même un bon joueur de Ligue 1, un jeune joueur encore, parce qu'il n'a que 24 ans, donc il a encore une marge de progression. Et force est de constater que ça fait quand même 3 matchs il joue depuis 2 matchs, il a fait déjà 3 passes décisives, donc ça c'est de bonne augure, ça part bien. Donc en fait, mon opinion, c'est que je pense que l'OM a gagné au change, et moi honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir un mercato d'hiver aussi favorable. On sait que c'est un mercato qui est toujours délicat, parce que c'est un mercato, comme on dit, d'ajustement, donc on va souvent recruter des joueurs qui sont en échec dans d'autres clubs, sinon les joueurs ne quittent pas leur club en cours de saison. Mais là, je trouve que le fait d'avoir revendu Wahi 1 million de plus que ce que l'OM l'a acheté, puisqu'il avait acheté 25 millions plus 5 millions de bonus, mais qui n'ont pas été atteints. Et il est revendu 26 millions plus des bonus, qui ne seront peut-être pas atteints, ça on verra, mais en tout cas, il le revend 26 millions plus-value potentielle en cas de futur transfert, en cas de départ de Francfort. Donc ça, je pense que c'est au vu de la saison très moyenne de Wahi, les 6 premiers mois très moyens de Wahi à l'OM, je pense que c'est une bonne affaire. Après, je pense sincèrement que Luis Felipe, l'OM gagne au change par rapport à Bamo Meite, parce que Bamo Meite ne jouait pas beaucoup, et qu'au niveau qualitatif, Luis Felipe a autrement plus d'expérience et de qualité que Bamo Meite. Il faut rappeler qu'il a joué à la Lazio et au Betis Séville, qu'il est international italien. C'est un peu perdu en Arabie Saoudite, qu'il avait été blessé. Amar Dedic, j'en ai parlé tout à l'heure, jeune espoir qui vient de Salzbourg, donc c'est plutôt pas mal, l'international bosnien.
Et évidemment, faire venir Benasser pour remplacer Ismaël Koné qui était en échec et qui de toute façon ne jouait pas. Et j'ai tendance à dire, même si Benasser se reblesse, Koné se blesse et s'était blessé aussi et il ne jouait pas. Donc ce ne sera pas pire que ce que c'était. Et pareil pour Lilian Brassier avec Luis Felipe. Enfin, Dedic remplace Meite en fait. Et Luis Felipe remplace Brassier numériquement. Et Lilian Brassier, il a pas beaucoup joué. Puis quand il a joué, il jouait pas très bien. À part, je crois, le match contre Strasbourg, il était bien. Mais sinon, à Nice, c'était une catastrophe. Contre Auxerre, c'était une catastrophe. Ce qu'il avait fait d'ailleurs sortir de l'équipe pendant un bon mois et demi. Donc, je pense que l'OM a gagné qualitativement et surtout en expérience. Ok. C'est ça qui est intéressant. Mhm. Et là, comme disait David, le coup Benasser, je pense que même s'il jouait moins à Milan, qu'il a été blessé, ça reste quand même un gros coup. Et on l'a vu hier à Angers, sans avoir beaucoup de compétition, il a fait 65 minutes de très grande qualité, avec de belles statistiques déjà, beaucoup de ballons récupérés, très peu de ballons perdus et beaucoup de ballons donnés. Donc je pense que c'est l'OM, si on fait le bilan, qualitativement, je pense ils ont renforcé leur équipe qualitativement. Mhm. Et l'OM n'a pas perdu en quantité. Et comme en plus il n'y a que le championnat à jouer, ça ne peut que être favorable vis-à-vis d'une concurrence saine. Moi, j'ai une question sur Marseille, et je me la pose à tous les trois, c'est comment c'est possible ce qui se passe à Marseille? C'est-à-dire que Marseille n'a pas fait un mercato, il en a fait deux. Le mercato d'été, le mercato d'hiver. Mercato plein, hein, tu ajustes tout ce qui a ajusté dans l'hiver. Tu as même eu un mercato et demi, parce que Rabiot est arrivé en joueur libre plus tard que après la fermeture du mercato d'été. Comment c'est possible, quoi? D'où vient l'argent? Comment c'est possible de faire autant de mouvements, autant d'ajustements, de aussi bien acheter, aussi bien vendre? Enfin, c'est quoi? C'est juste le talent de Longoria et Benassia, ou est-ce qu'il y a un truc qui m'échappe dans l'équation économique de Marseille? Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le fait que Pablo Longoria arrive toujours à convaincre Franck McCourt de remettre au pot. Ça, c'est une vérité. C'est que McCourt, évidemment, quand il est venu, je pense qu'il pensait gagner un peu plus d'argent qu'il n'en perd, en tout cas. Et on sait que dans le foot, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il a vite compris à ses dépens. Et après, je pense qu'il y a aussi le fait que, voilà, il y a différents facteurs qui font que, voilà, Longoria, il arrive toujours à faire des deals et encore une fois, convaincre McCourt que c'est bien de remettre au pot pour l'image du club, pour les recettes, pour le merchandising et tout ça. Maintenant, il y a aussi, et je pense qu'il y a le gros coup, moi, il y a deux gros coups pour moi à l'OM par rapport à Longoria, c'est le fait de faire venir Benassia, parce que Benassia, je pense qu'on ne l'a pas encore assez souligné, mais on est en train de se rendre compte à quel point c'est très important d'avoir un joueur qui a joué dans des grands clubs européens et qui a cette culture de la gagne et du sérieux et du professionnalisme. Et aujourd'hui, on a Benassia, même s'il y a eu ses problèmes avec l'arbitrage, avec ses réactions un petit peu, qu'on a dit, un petit peu excessives, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de professionnalisme dans ce club. Et voilà, il faut rappeler quand même qu'il a joué au Bayern, à la Juve et à la Roma. Et bon, quand on a joué dans ces clubs-là, quand on s'est entraîné avec les meilleurs joueurs de la planète, bon, à un moment donné, on sait ce qui est bien au niveau de l'entraînement, de la performance. Et l'autre gros coup de l'été, c'est de faire venir De Zerbi, qui est quand même, il faut le rappeler, un entraîneur qui était très convoité par Manchester United, par le Bayern. Et même si ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, le fait que De Zerbi veuille venir, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent grâce à De Zerbi. Ismaël Benasser, quand il vient pour l'OM, il vient pour le projet, mais aussi parce qu'il y a Benassia et De Zerbi qui arrivent à le convaincre que des bienfaits de venir s'inscrire dans la durée dans le projet de l'OM. Et je pense que ça joue beaucoup. Même Dedic a dit, moi je voulais travailler avec De Zerbi, et je pense qu'Adrien Rabiot, c'était la même chose. Donc ça joue, et ce qui est intéressant, c'est que l'OM arrive à attirer ce genre de joueurs, alors qu'il y a un an ou deux, ça aurait été plus compliqué avec Tudor ou Sampaoli, qui restent quand même de bons entraîneurs à mes yeux, mais
Je pense que c'est De Zerbi, il y a un facteur X qui fait que. Mais c'est le miracle permanent parce que De Zerbi, c'était l'un des premiers miracles de cette intersaison. Après, tu as eu Mason Greenwood, incroyable. Ensuite, Rabiot. À chaque fois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Aussi, parce que Greenwood, on sait très bien. Mason Greenwood, s'il avait été convoité par le Barça ou le Real, ça aurait été très compliqué de l'avoir, on le sait. On a eu deux facteurs. Le premier, c'est qu'il jouait à Getafe et qu'évidemment que Getafe ne pouvait pas s'aligner sur son salaire. Il était prêté qu'une saison par Manchester United qui voulait s'en débarrasser. Et le deuxième facteur, c'est le facteur extrasportif, le fait qu'il y ait eu ces affaires judiciaires vis-à-vis de sa compagne, avec de possibles coups portés à sa femme. Enfin, voilà. Et tout ça, ça a fait que beaucoup de clubs n'ont pas voulu aller plus loin dans ce processus. On est un peu dans le même truc qu'avec Ben Yedder, qui a du mal à trouver un club, qu'on annonce à Venise, et il y a beaucoup de clubs qui ne veulent pas se mettre dessus. Et Greenwood, il y a eu ça, et l'OM est allé saisir l'opportunité d'avoir un joueur de cette dimension-là. Et aujourd'hui, je pense que ça reste de beaucoup, parce qu'on voit que Greenwood, Rabiot, Højbjerg, qui jouait moins à Tottenham, c'est un mercato quand même d'opportunités. Et évidemment qu'on ne peut pas faire Gvara ou Gyökeres, par exemple, du Sporting. Mais par contre, l'OM va aller sur des joueurs qui ne sont pas énormément convoités, mais dont on sait qu'ils ont un gros potentiel et qu'ils ont beaucoup à donner dans ce club. Et Greg, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai parlé rapidement au mot de la fin sur. Oui, parce que Nico, pour moi, oublier l'essentiel, c'est que, et je suis tout 100% d'accord avec lui, mais pour moi, et je vais répondre à la question de David, après c'est mon avis, mais ce qui a fait la différence, c'est. Mais pour moi, et je vais répondre à la question de David, après c'est mon avis, mais ce qui a fait la différence, c'est surtout sur le carnet d'adresse. C'est que là, en fait, c'est ça pour moi qui fait le plus. C'est que le mec, il est passé par le Bayern, la Juve, il est international marocain. La Juve, le gars, il est international marocain déjà de toute l'Afrique. Donc le gars, il a un carnet d'adresse déjà de toute l'Afrique déjà, donc il connaît pareil pour le Bayern. Ça pour moi, c'est le carnet d'adresse. Pareil pour le Bayern, ça pour moi, c'est le carnet d'adresse. Mais Longoria là aussi. Parfaitement. Longoria aussi. C'est le carnet d'adresse au final qui a fait parce que pour moi, c'est que le carnet d'adresse au final qui a fait parce que et après c'est facile parce que t'es quelqu'un, tu t'appelles Benatia, t'as quand même sélections avec les Lions de l'Atlas, le Maroc, beaucoup de sélections avec les Lions de l'Atlas, le Maroc. En plus, t'as fait, je crois, sa dernière Coupe du Monde, une très belle. C'est son carnet d'adresse. C'était quelqu'un, je crois, qui était un peu agent, l'épopée, agent, il a énormément de contacts. Donc il a énormément de contacts. Quand tu contactes quand tu contactes De Zerbi, en fait, c'est l'effet boule de neige. Il y a l'argent qui arrive, mais ma courte aussi, Longoria, comme a dit Nico, arrive à être convaincu. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un milliardaire, donc il peut les mettre l'argent. Il est quand même propriétaire des Dodgers de Los Angeles, donc l'argent, il l'a. C'est pas par exemple un Textor qui est que millionnaire, je le répète, et qui n'a pas une manne financière aussi importante. Donc pour moi, c'est vraiment. Voilà. Et puis bravo aussi à Longoria d'avoir convaincu aussi Benatia. Parce qu'il y a eu certainement des réunions, tout ça. Et pour moi, en fait, ce qui joue le plus, c'est vraiment. Alors, OK, il y a le professionnalisme, mais c'est le carnet d'adresse. Parce qu'il a été cherché, il est connu. Voilà, pour moi, c'est ça qui. Parce qu'au final, Marseille n'a pas mis plus d'argent, je trouve, que les autres mercatos. Le mercato sous Marcelino, Marseille met beaucoup d'argent et c'est raté, voilà, mais il n'y a pas Benatia. Et pour moi, vraiment, et je pense que Nico ne dira pas le contraire, mais pour moi, c'est vraiment le carnet d'adresse. Les contacts, c'est pour ça que c'est important d'avoir un directeur sportif très connu, quoi. Un peu comme Campos au PSG. Certes, il fait des erreurs, mais il a déjà tout le carnet d'adresse du Portugal. Enfin, voilà, quoi. C'est tout. Non, mais ça je suis 100% d'accord avec toi. Et évidemment que le carnet d'adresse va avec, évidemment, l'ancien joueur qui est devenu agent. Tu fais bien de le préciser. Pour moi, il englobe un tout. C'est vrai, tu as raison de le préciser. Il était agent avant d'être directeur sportif de l'OM. Il faut savoir qu'il était agent et qu'il est venu faire des piges à l'OM, il n'était pas sous contrat jusqu'à septembre. Jusqu'en septembre, il ne faisait que des missions à l'OM. Donc, il n'était pas contracté par le club, en fait. Et il se trouve qu'ils ont pérennisé, entre guillemets, son contrat, ils l'ont verrouillé, entre guillemets, parce qu'ils ont vu qu'il faisait du bon travail. Mais au-delà du carnet d'adresse, moi, pourquoi je parle de professionnalisme, c'est parce que on se rend compte qu'il y a une discipline qui est revenue dans ce club. Benatia a fait une interview la semaine dernière où il explique en fait qu'il voyait des choses l'année dernière, même si on peut dire que c'est de la communication, etc. Mais
Il voyait des choses l'année dernière, le fait qu'Aubameyang à 34 ans, il jouait autant qu'un gamin de 23 ans qui s'entraînait de la même manière alors qu'il n'y avait pas on va dire des séances individualisées quand il le fallait, qu'il n'y avait pas vraiment un état d'esprit irréprochable avec certains joueurs qui ne s'entraînaient pas assez, etc. Mais ça, ce sont des choses, c'est pas innocent tout ça. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on a De Zerbi, quand on voit le nombre d'adjoints qu'il a avec lui, le directeur de la performance, les adjoints qui sont spécifiques, qui travaillent avec la défense, avec l'attaque, etc. Des séances ultra organisées, beaucoup de travail, beaucoup de séances tactiques. Tout ça, j'ai envie de dire, ça tombe pas du ciel et on voit que ça travaille. On voit, et on a vu hier le match à Angers. Je dis pas que c'est irréprochable et que des fois ça tourne pas en rond. Je serais le premier à le dire que première mi-temps ça tournait un peu en rond. Mais il y a des choses qui se mettent en place et on voit de l'évolution dans le jeu, sur le terrain et en dehors du terrain, en coulisses. On voit qu'il y a une ambiance de travail saine et que tout le monde tire dans le même sens. Et ça se sent. Et au PSG, c'est la même chose. On sent que ça tire dans le même sens et les résultats, ils s'en ressentent. Ok. De toute façon, il n'y a pas de secret. Prends un exemple, Manchester United, c'est un bordel sans nom, c'est une catastrophe. Le Bayern Munich, c'est quand même un petit peu le bazar depuis quelques temps. Et on voit que les résultats sont pas. Alors, ils sont premiers, tout ça, mais les résultats sont pas dingues. Par contre, des clubs structurés comme Marseille, Rennes, qui était très structuré il y a quelques années, le bordel que c'est, Lille, très structuré, ça va mieux. Donc, il n'y a pas de secret. Quand un club est bien structuré, Lyon, c'est aussi le bordel. Voilà. Donc, quand un club est bien structuré, logiquement, les résultats sont pas obligés de suivre, mais c'est plus facile. Voilà. Et on voit Marseille est mieux structuré, c'est moins le fouillis. Lille est très bien structuré, on voit la saison qu'ils font. Le PSG est mieux structuré aussi. Maintenant, il y a un entraîneur, un directeur sportif. Bon, il y a toujours Nasser, mais c'est moins le foutoir. Et voilà, tout simplement. Mais le boss, c'est Luis Enrique, mais ça se voit. C'est vrai que les clubs je te rejoins là-dessus, historiquement, tous les clubs qui ont un grand directeur sportif clairement identifié, ils ont toujours performé. Même le Barça aujourd'hui, c'est quand même plus structuré qu'avant. Et comme par miracle, les résultats sont au rendez-vous, quoi. J'allais dire, on parle de structure, mais surtout ce qui est. Les gars, s'il vous plaît, mot de la façon après, on n'aura même pas le temps de faire les pronos pour la Ligue des Champions. Vraiment, là, on fait beaucoup trop long, là, on se disperse beaucoup trop. De base, c'était juste le bilan du mercato. C'était pas un débat sur les directeurs sportifs. C'était vraiment juste un bilan du mercato d'hiver en plus. Là, on remonte à des trucs, à des mots de la fin, mais vraiment mot de la fin. Non, juste pour dire qu'ils travaillent main dans la main, que le directeur sportif et l'entraîneur travaillent main dans la main à la fois sur le recrutement et sur le terrain, et voilà, tout va mieux. Tout à fait, on est d'accord. On est d'accord que la structure n'apporte que du bon, forcément. Du coup, comme je le disais, on va passer au pronom pour la Ligue des Champions. Forcément, la semaine dernière, on n'a même pas pu parler du tirage au sort. Tenez, hop, je vais juste changer ça. On n'a même pas pu parler du tirage au sort qui a